Alexia avait toujours dit que les maisons ne mentaient pas. Dans son métier, on apprend ça très vite. Une fissure dans un mur dit la vérité sur ce que ce mur a traversé. L'humidité qui remonte par le sol dit la vérité sur les fondations. Le bois qui cède sous la pression d'un doigt dit la vérité sur les années qu'il a portées sans qu'on s'en occupe. Elle faisait ça depuis 20 ans. Entrer dans des bâtiments que les gens avaient abandonnés ou négligés et comprendre ce qui s'était passé rien qu'en regardant avec attention. Avec les gens, c'était différent. Les gens, eux, pouvaient sourire pendant des années sans que rien ne se voie. Ce matin-là, c'était un mardi de novembre et elle bouclait sa valise dans la chambre pendant que Renaud prenait sa douche. 5 jours à Bordeaux pour une mission de réhabilitation, rien d'extraordinaire. Elle faisait ça régulièrement depuis des années et les gestes du départ étaient devenus automatiques. Elle pliait ses affaires et les rangeait dans la valise quand ses doigts trouvèrent au fond du tiroir de la table de chevet un papier plié en 4 qu'elle reconnut sans avoir besoin de l'ouvrir. Elle l'avait trouvé 3 semaines plus tôt dans la poche du manteau de Renaud, un soir qu'elle le déposait chez le teinturier. Un relevé bancaire d'un compte qu'elle ne connaissait pas, dans une banque différente de la leur. Elle lui avait posé la question ce soir-là, calmement, sans en faire une histoire, et il avait répondu avec ce calme tranquille qu'il avait toujours eu, un vieux compte presque sans mouvement qu'il allait fermer bientôt. Elle avait cru ce qu'il disait parce qu'elle n'avait aucune raison de ne pas le croire, mais elle avait gardé le relevé quand même, glissé dans ce tiroir sans vraiment savoir pourquoi, comme on garde parfois une chose dont on sent confusément qu'elle aura de l'importance un jour. Ce matin, elle le déplia, et c'est là qu'elle vit ce qu'elle n'avait pas vu la première fois. Le solde était négatif, profondément négatif, un chiffre qui représentait plusieurs mois de son propre salaire. Et le nom de la banque émettrice était le même établissement où Gisèle, sa belle-mère, avait son compte depuis toujours. 2 détails qui pris séparément ne voulaient peut-être rien dire, mais qui ensemble, ce matin-là, dans cette chambre où le bruit de la douche couvrait le silence, lui donnèrent cette sensation physique d'un sol qui cède légèrement sous les pieds sans qu'on tombe vraiment. Elle replia le relevé et le glissa dans son sac sans faire de bruit. Quand Renaud sortit de la salle de bain en se frottant les cheveux avec sa serviette et lui demanda si elle avait bien tout ce qu'il lui fallait, elle dit que oui, et elle sourit, et il l'embrassa sur la tempe, avec cette tendresse routinière des couples qui vivent ensemble depuis longtemps. L'odeur de son aftershave lui était familière depuis 7 ans, et ce matin-là, elle la sentit autrement, comme on entend autrement une musique connue le jour où on apprend quelque chose sur celui qui la jouait. En traversant le salon pour prendre son manteau, elle s'arrêta devant l'étagère. Le petit dispositif de caméra était là entre 2 livres, celui qu'elle utilisait pour surveiller son chat quand elle partait en déplacement, le chat qui était mort l'année précédente et dont elle n'avait jamais vraiment eu le courage de ranger les affaires. Elle regarda l'appareil un long moment et quelque chose se décida en elle sans qu'elle puisse dire exactement à quel instant, comme souvent avec les décisions importantes qui sont déjà prises avant qu'on en soit conscient. Elle prit la caméra, l'orienta discrètement vers le centre de la pièce, vérifia sur son téléphone que l'image était claire, puis elle enfila son manteau, prit sa valise et sortit. Dans le taxi qui la conduisait à l'aéroport, elle regarda Lyon défiler derrière la vitre, les façades ocres de la Croix-Rousse mouillées par la pluie de novembre, les arbres sans feuilles le long du boulevard, et cette ville qu'elle connaissait par cœur lui sembla ce matin-là légèrement différente, comme si quelque chose avait changé dans la façon dont elle la regardait, sans que la ville elle-même ait changé d'un seul détail. À l'aéroport, installée dans la salle d'embarquement, elle ouvrit l'application sur son téléphone et vit le salon de son appartement, silencieux et vide, exactement comme elle l'avait laissé. Elle éteignit l'écran, posa le téléphone sur ses genoux et se dit qu'elle n'aurait probablement pas besoin de le rouvrir, sachant déjà au fond d'elle-même que c'était faux. Le manoir de Mérignac était dans un état que ses propriétaires avaient du mal à regarder en face. Les volets arrachés par la tempête de l'hiver précédent, les moulures du plafond effondrées dans 2 pièces, une charpente qui demandait à être consolidée avant qu'on puisse parler de quoi que ce soit d'autre. Alexia passa sa première journée à Bordeaux, à arpenter les pièces avec son carnet et son maître, à noter ce qui pouvait être sauvé et ce qui devait repartir de zéro. Et ce travail-là, elle le faisait avec une concentration qui ne laissait pas de place à autre chose.
C'était exactement ce dont elle avait besoin ce jour-là. Le premier soir à l'hôtel, elle ouvrit l'application presque sans y penser, comme on vérifie machinalement que la porte est bien fermée avant de s'endormir. Le salon de l'appartement était calme, éclairé par la lampe du couloir que Renaud laissait toujours allumée quand elle n'était pas là. Elle le vit s'installer dans le canapé avec son assiette, la télévision allumée en fond sonore. Ce tableau si ordinaire d'un homme seul chez lui un soir de semaine qui lui fit presque honte d'avoir posé cette caméra. Elle ferma l'application et dormit. La deuxième journée passa dans le même rythme. Les artisans à coordonner, les propriétaires à rassurer, les relevés de mesures à affiner. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, pendant une pause sur le perron du manoir, qu'Alexia rouvrit son téléphone. Non pas parce qu'elle y pensait vraiment, mais parce que ses doigts le firent, avant que sa tête ne décide quoi que ce soit. Et ce qu'elle vit sur l'écran lui fit poser son café sur le rebord de pierre, sans même s'en rendre compte. Gisèle était dans le salon, assise à la table avec Renaud, une chemise cartonnée ouverte entre eux. Sa belle-mère avait un double des clés depuis des années, et ses visites, quand Alexia était en déplacement, n'avaient jamais eu rien d'inhabituel. Une mère qui passe voir son fils, qui apporte quelque chose, qui s'assure que tout va bien. Mais ce que regardait Alexia sur cet écran, ce n'était pas une visite ordinaire. Renaud feuilletait les pages de la chemise avec attention, pendant que Gisèle posait le doigt sur certains passages en parlant, et leur tête s'était penchée vers les documents, avec cette concentration des gens qui discutent de quelque chose qui compte vraiment. Quelque chose qui n'est pas une conversation de famille ordinaire. Alexia augmenta le volume au maximum et approcha l'oreille du téléphone, mais elle n'obtenait que ce bourdonnement sourd de voix, mêlés au bruit de la circulation en bas de la rue. Elle regarda leurs gestes à la place, la façon dont Renaud hochait la tête en lisant, dont Gisèle revenait plusieurs fois au même passage, comme pour insister sur un point précis, et quelque chose dans cette image lui fit l'effet d'une scène, vue de loin, qu'on reconnaît sans pouvoir encore en nommer tous les détails. Ces deux personnes qu'elle connaissait depuis des années, assises à sa table dans son salon, penchées sur des documents qu'elle n'avait jamais vus, avaient l'air de discuter de quelque chose qui la concernait directement sans qu'elle soit là. Puis la voix de Gisèle s'éleva légèrement, assez pour que les mots traversent le bruit de fond et arrivent clairement jusqu'à elle sur ce perron de Bordeaux. Il faut que ce soit fait avant le mois prochain. Alexia baissa les yeux vers la date affichée en haut de son téléphone et resta immobile un long moment à faire le calcul qu'elle n'avait pas envie de faire. Dans 23 jours, ce serait le 5e anniversaire de leur union libre avec Renaud. Elle se souvenait que son avocate lui en avait parlé des années plus tôt lors de l'achat de l'appartement, lui expliquant les protections patrimoniales qui se consolidaient entre partenaires et les seuils à partir desquels certains droits devenaient plus difficiles à contester. Elle n'y avait plus pensé depuis parce qu'elle n'avait pas eu de raison d'y penser. Elle éteignit l'écran et garda le téléphone dans la main sans bouger, les yeux posés sur le jardin à l'abandon du manoir sans vraiment le voir. L'air sentait la terre mouillée et les feuilles mortes, et quelque part derrière les arbres, un oiseau appelait sans qu'on lui réponde. Alexia resta là jusqu'à ce que le froid de novembre la rappelle à elle-même et qu'une seule pensée occupe tout l'espace dans sa tête. Elle allait rentrer et elle allait comprendre. Alexia ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans le lit étroit de l'hôtel à regarder le plafond pendant un long moment, écoutant le silence de Bordeaux, à cette heure où la ville s'était tue et où il ne restait plus rien pour occuper les pensées qu'on avait essayé d'éviter pendant la journée. Puis elle se leva, s'installa à la petite table près de la fenêtre avec son ordinateur et commença à chercher. Non pas dans les enregistrements de la caméra, mais dans les documents financiers qu'elle gardait sur son espace de stockage personnel. Des fichiers qu'elle n'avait pas eu besoin de consulter depuis longtemps, parce que leur vie commune avait toujours semblé stable, et que la stabilité, quand elle dure assez longtemps, finit par ressembler à une certitude. Elle commença par les comptes joints. Tout y était normal, les dépenses courantes, les charges de l'appartement, les virements réguliers qui font la trame invisible d'une vie partagée. Rien qui méritât qu'on s'y attarde. Mais ce qu'elle cherchait n'était pas là, et elle le savait. Alors elle revint au relevé du compte isolé, celui qu'elle avait trouvé dans la poche du manteau de Renaud, et elle chercha avec cette patience méthodique qu'elle avait appris à développer dans son travail quand il s'agissait de comprendre ce qu'un bâtiment cachait derrière ses murs avant de décider comment intervenir. Ce qu'elle trouva la laissa sans voix pendant plusieurs minutes. Renaud avait des dettes.
Pas les dettes ponctuelles d'un homme qui traverse une période difficile, mais des dettes construites méthodiquement depuis au moins 4 ans, des crédits renouvelables ouverts à des intervalles suffisamment espacés pour ne pas attirer l'attention, un prêt personnel contracté dans un établissement en ligne dont elle n'avait jamais entendu parler et dont le montant initial représentait presque une année entière de son salaire à lui. Elle additionna les chiffres une première fois, puis une deuxième, parce qu'elle espérait s'être trompée quelque part, et à chaque fois le total dépassait 60 000 euros. 60 000 euros accumulés en silence, pendant 4 ans de vie commune, pendant 4 ans de dîners partagés et de week-ends en Bretagne, et de projets évoqués pour l'avenir comme si tout allait bien et que rien ne menaçait quoi que ce soit. Elle se leva et alla à la fenêtre. La rue de Bordeaux était déserte sous la pluie fine de novembre, et les réverbères faisaient des taches de lumière jaune sur les pavés mouillés, et il était presque 3 heures du matin, et Alexia regarda tout ça sans vraiment le voir, parce que ce n'était pas ce chiffre qui l'avait fait se lever. Ce fut ce qu'elle avait trouvé ensuite en remontant l'origine de certains virements entrants sur ce même compte, des sommes versées régulièrement pour combler des découvertes ponctuelles et dont la traçabilité la ramenait chaque fois au même établissement bancaire, la même banque dont le nom figurait sur le relevé trouvé dans la poche du manteau de Renaud, la même banque où Gisèle détenait son compte depuis toujours. Ce n'était pas le geste isolé d'une mère qui aide son fils dans un moment difficile. C'était une structure, quelque chose d'organisé et de continu qui durait depuis longtemps, et cette structure avait un nom que personne n'avait jamais prononcé devant Alexia. Gisèle était la créancière de son propre fils. Elle lui prêtait de l'argent depuis des années, régulièrement, silencieusement, et Renaud le lui devait, et cette dette-là n'était écrite dans aucun document qu'Alexia avait jamais vu, mais elle était bien réelle, et elle liait les deux d'une façon qu'Alexia commençait seulement à comprendre. Elle s'appuya contre le bord de la fenêtre et laissa cette pensée faire son chemin. Elle pensa à la chronologie, à comment les choses s'étaient passées dans l'ordre. Elle avait rencontré Renaud 7 ans plus tôt, lors d'une conférence professionnelle à Lyon, et l'appartement de la Croix-Rousse lui appartenait déjà depuis 3 ans à cette époque, acheté avec ses propres économies accumulées pendant des années de travail solitaire et patient. L'union libre, c'était lui qui l'avait proposée 2 ans après leur rencontre. La formalisation chez le notaire, c'était encore lui qui en avait pris l'initiative. Et maintenant, dans 23 jours, ce serait le 5e anniversaire de cette union libre. Et Gisèle était venue avec une chemise cartonnée, en disant qu'il fallait que ce soit fait avant le mois prochain. Alexia resta longtemps à la fenêtre sans bouger, les bras croisés sur la poitrine, à regarder la pluie tomber sur les pavés sans la voir. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Parce que ce qu'elle ressentait à cet instant n'était pas encore de la tristesse, mais quelque chose de plus froid et de plus dévastateur. Cette compréhension lente et irréversible que certaines choses qu'on croyait vraies ne l'avaient peut-être jamais été, et qu'on ne pourrait plus jamais les regarder de la même façon. Même si une explication existait quelque part, même si elle se trompait sur tout. Elle retourna s'asseoir à la table, prit son téléphone et écrivit à Nathalie, son amie de 20 ans, ces quelques mots simples auxquels elle savait que Nathalie comprendrait qu'il fallait répondre sans poser de questions. « J'ai besoin de toi, je rentre plus tôt. » Alexia prit le premier vol disponible pour Lyon le lendemain matin sans prévenir personne. Elle envoya un message bref à ses clients de Mérignac en expliquant qu'une urgence familiale la rappelait et qu'elle reviendrait terminer la mission la semaine suivante, ce qui était vrai dans un sens qu'elle n'aurait pas pu leur expliquer. Dans le taxi qui la ramenait de l'aéroport vers la Croix-Rousse, elle garda les yeux sur la ville qui se rapprochait, les collines de Lyon dans cette lumière froide de novembre, les façades qui lui étaient familières depuis des années et qui, ce matin-là, lui semblaient appartenir à une vie qu'elle regardait de loin sans tout à fait la reconnaître. Elle entra dans l'appartement à 14 heures, quand elle savait que Renaud était encore au travail. La clé tourna dans la serrure, avec ce bruit qu'elle connaissait par cœur, et elle poussa la porte lentement, posa sa valise près de l'entrée sans la déboucler, et resta un moment sur le seuil, à regarder le salon. L'appartement sentait le café froid, et ce parfum de bois ciré qui avait toujours été là depuis qu'elle avait emménagé 12 ans plus tôt. Avant Renaud, avant tout ce qui avait suivi, et cette odeur qui lui avait toujours semblé celle de chez elle, lui fit quelque chose de douloureux et d'inattendu. Tout semblait à sa place. Les coussins du canapé dans le bon ordre, la pile de courriers sur le bord du plan de travail,
les plantes arrosées sur le rebord de la fenêtre. Alexia traversa le salon, passa la main sur la surface de la table en bois, où elle avait vu Renaud et Gisèle penchés sur leurs documents 2 jours plus tôt, puis s'accroupit et regarda derrière les chaises, et c'est là qu'elle la trouva, glissée entre le pied de la chaise et le mur, une feuille pliée en 2 à l'écriture serrée de Gisèle. Elle la déplia debout au milieu du salon. C'était une feuille de calcul manuscrite, précise et méthodique comme tout ce que Gisèle faisait, avec dans la colonne de gauche la valeur estimée de l'appartement selon 3 agences immobilières différentes du quartier et dans la colonne de droite des estimations de partage potentiel, accompagnées du nom et du numéro de téléphone d'un avocat spécialisé en droit patrimonial dont le cabinet était situé rue de la République à Lyon. Et dans le coin inférieur droit de la page, cerclés 2 fois au stylo bleu, ces 5 mots écrits en lettres légèrement plus grandes que le reste. Avant le 14, c'est impératif. Alexia photographia la feuille sous plusieurs angles, puis la replia exactement comme elle l'avait trouvée et la glissa à nouveau entre le pied de la chaise et le mur. Elle alla dans la cuisine, remplit un verre d'eau et le but lentement en regardant par la fenêtre les toits de la Croix-Rousse sous le ciel bas de novembre. Elle avait besoin de ce moment ordinaire. Un verre d'eau, une fenêtre, les toits familiers de son quartier, pour que ce qu'elle venait de lire descende vraiment et prenne la place que ça méritait dans sa tête. Elle pensa à toutes les années qu'il lui avait fallu pour acheter cet appartement. Les missions accumulées, les économies gérées avec rigueur, les sacrifices qu'on fait sans les appeler sacrifices parce qu'on sait pourquoi on les fait. Elle avait mis du temps, mais elle l'avait fait seule, et sans l'aide de personne, et cet appartement était la preuve concrète de ce dont elle était capable. Et maintenant, une feuille à l'écriture de Gisèle lui disait que quelqu'un avait regardé tout ça, non pas comme la vie d'une femme, mais comme un actif à intégrer dans un calcul. Et cette pensée-là avait une violence sourde et froide, qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais ressenti. Elle entendit la clé dans la serrure à 19h. Elle était assise dans le canapé, les mains posées à plat sur les genoux, et elle n'avait pas allumé la lampe parce qu'elle n'y avait pas pensé, et que la lumière de novembre qui entrait par la fenêtre suffisait encore à dessiner les contours des choses. Renaud ouvrit la porte, la vit assise dans la pénombre, et s'arrêta une fraction de seconde, si brève qu'un autre n'aurait peut-être pas remarqué, avant que son visage s'arrange en ce sourire familier qu'elle avait vu des centaines de fois, et qu'il dise en posant ses clés sur le meuble de l'entrée, avec cette chaleur naturelle qu'il avait toujours eue. « Chérie, quelle surprise. Je ne savais pas que tu rentrais aujourd'hui. » Elle dit qu'elle avait terminé plus tôt que prévu et que le trajet en avion lui avait semblé plus simple que de rester une nuit de plus loin de chez elle. Renaud accepta l'explication sans questionner, posa son manteau sur la chaise de l'entrée et alla dans la cuisine, avec cette aisance naturelle d'un homme qui rentre chez lui sans se douter de rien. Alexia l'observa depuis le canapé et pensa que c'était peut-être ça le plus difficile. Pas la trahison encore abstraite et froide qu'elle avait reconstituée seule dans sa chambre d'hôtel, mais ce visage familier, ces gestes qu'elle connaissait par cœur, cette normalité intacte qui continuait à exister comme si rien n'avait changé. Ils dînèrent ensemble comme tous les soirs. Renaud avait préparé des pâtes avec ce qu'il avait trouvé dans le réfrigérateur et ils s'installèrent à la table du salon, la même table où Gisèle avait étalé ses documents 2 jours plus tôt, et Alexia pensa à ça en posant son assiette devant elle, mais elle ne dit rien. Elle laissa la conversation s'installer naturellement, parla de Bordeaux, du manoir de Mérignac, des propriétaires anxieux qu'elle avait dû rassurer, et Renaud l'écouta avec cet intérêt attentif qu'il avait toujours eu pour son travail, et qui ce soir-là lui semblait être autre chose, une façade bien construite sur quelque chose qu'elle ne voyait pas encore entièrement. À un moment, elle dit, comme ça, en reprenant un peu de pain, « Tu sais, je pensais qu'on devrait peut-être refaire la cuisine un de ces jours. Elle commence à dater. » Renaud leva les yeux de son assiette et dit que c'était une bonne idée, qu'ils en avaient déjà parlé, que ça changerait bien l'appartement. Et puis il ajouta, avec ce ton décontracté de quelqu'un qui dit une évidence, « De toute façon, cet appartement, c'est notre base à tous les deux, autant qu'on s'y sente bien. » Alexia hocha la tête, et sourit, et remplit son verre, et ne dit rien,
mais elle enregistra chaque mot avec cette précision froide qu'elle avait développée au fil de la nuit précédente. Notre base à tous les deux, comme si la question de à qui appartenait cet appartement avait déjà été réglée quelque part sans qu'elle en ait été informée. Le reste du dîner se passa dans cette normalité légèrement irréelle, des soirées où deux personnes parlent de choses ordinaires, pendant que l'une d'elles sait quelque chose que l'autre ignore. Renaud parla d'un collègue qui avait des problèmes avec sa hiérarchie, d'un film qu'il avait vu la veille à la télévision, de sa mère qui lui avait téléphoné dans la journée pour prendre des nouvelles. À ce moment-là, Alexia leva les yeux vers lui et demanda tranquillement comment allait Gisèle, et il répondit que très bien, qu'elle était en forme, qu'elle pensait peut-être passer les voir bientôt. Et son visage ne montra rien de particulier en disant ça. Aucune hésitation, aucun changement dans le regard. Et cette absence de gêne fut pour Alexia plus troublante que n'importe quelle réaction visible aurait pu l'être. Plus tard dans la nuit, allongée dans le noir à côté de lui qui dormait déjà, elle écouta sa respiration régulière dans le silence de l'appartement et essaya de retrouver le moment précis où les choses avaient commencé à ne plus être ce qu'elles semblaient être. Elle ne le trouva pas. C'est ça qui était le plus difficile à accepter. Pas qu'il lui ait menti, mais qu'il l'ait fait si naturellement, si continuellement, que le mensonge et la vérité avaient fini par occuper le même espace sans qu'elle puisse distinguer l'un de l'autre. Elle attendit qu'il soit 2 heures du matin, que sa respiration soit assez profonde et régulière pour qu'elle soit certaine qu'il dormait vraiment. Puis elle se leva sans bruit, traversa le couloir jusqu'au salon, s'installa sur le canapé avec son téléphone et commença à revoir les enregistrements de la caméra, non pas ceux des 5 jours à Bordeaux, mais les semaines et les mois précédents que l'appareil avait conservés en boucle à son insu. Toutes ces heures de vie ordinaire filmées, sans que personne le sache, qui allèrent peut-être lui dire enfin ce qu'elle avait besoin de comprendre. Les premières images ne lui apprirent rien qu'elle ne sût déjà. Des matins ordinaires, Renaud qui prenait son café debout dans la cuisine avant de partir au travail, des soirées tranquilles devant la télévision, la vie quotidienne d'un couple filmé sans le savoir dans sa banalité la plus complète. Alexia fit défiler les semaines rapidement, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone dans le silence du salon, cherchant quelque chose sans savoir exactement ce qu'elle cherchait. Ce fut une visite de Gisèle, un mardi matin d'il y a 2 mois, qui l'arrêta. Sa belle-mère était arrivée peu après le départ de Renaud pour le travail, ce qui voulait dire qu'elle savait qu'il serait absent et qu'elle avait choisi de venir à ce moment-là, et cette seule observation fit ralentir les doigts d'Alexia sur l'écran. Gisèle avait sa clé, elle entrait, elle posait son sac sur la chaise de l'entrée avec ses gestes familiers de quelqu'un qui connaît bien un endroit, et puis elle s'installait dans le salon et attendait. Renaud arriva une demi-heure plus tard, ce qui voulait dire qu'il était revenu exprès depuis son bureau, et les deux s'installèrent à la table et parlèrent pendant longtemps à voix basse, avec cette façon qu'ont les gens de parler quand ils ne veulent pas être entendus même dans une pièce vide. L'audio était insuffisant pour saisir tout ce qui se disait, mais certaines phrases passaient plus clairement que d'autres, et Alexia les notait sur un coin de papier posé sur ses genoux. Elle entendit Renaud dire à un moment, d'une voix fatiguée qui ne ressemblait pas à la voix qu'il avait avec elle, « Si elle apprend pour les dettes, c'est fini. Il faut sécuriser l'appart d'abord. » Elle entendit Gisèle répondre quelque chose qu'elle ne parvint pas à distinguer entièrement, mais dont elle comprit le sens général, parce que Renaud hocha la tête ensuite avec cette expression soulagée de quelqu'un à qui on vient de confirmer que le plan tient. Et puis Gisèle dit, assez clairement pour que les mots traversent le bruit de fond sans ambiguïté, « Tu me rembourseras quand tout sera réglé. » Alexia resta immobile un long moment avec ces mots dans la tête. « Tu me rembourseras quand tout sera réglé. » Gisèle ne parlait pas comme une mère qui aide son fils par amour. Elle parlait comme une créancière qui attend son dû et qui a décidé de la façon dont elle allait récupérer ce qu'on lui devait. L'appartement d'Alexia n'était pas dans cette histoire le foyer d'un couple, c'était une garantie, quelque chose sur quoi Gisèle comptait depuis un moment pour que la dette de son fils finisse par trouver une issue. Et cette pensée-là avait une froideur qui dépassait ce qu'Alexia avait imaginé jusque-là. Elle continua à faire défiler les enregistrements et trouva d'autres scènes dans les semaines suivantes, d'autres visites de Gisèle aux mêmes heures matinales, d'autres conversations à voix basse dont elle ne saisissait que des fragments, mais dont la tonalité était toujours la même, cette alliance silencieuse entre une mère et son fils autour de quelque chose qu'il tenait soigneusement à l'écart d'Alexia. Elle vit Renaud au téléphone un soir.
seule dans la cuisine pendant qu'elle était apparemment dans la salle de bain. Et elle entendit des mots comme restructuration, et délai, et valeur du bien, et comprit qu'il parlait avec quelqu'un qui l'aidait à préparer une démarche qu'il n'avait aucune intention de lui mentionner. Mais c'est une image d'il y a 4 mois qui lui fit poser le téléphone sur ses genoux et rester sans bouger dans le noir du salon pendant un long moment. Gisèle était seule dans la pièce. Renaud venait de sortir pour aller chercher quelque chose dans la chambre, et en quelques secondes précises et silencieuses, elle prit le téléphone de son fils sur la table, photographia l'écran, et le reposa exactement où il était avant qu'il revienne. Un geste de rien du tout, rapide et sans hésitation, comme quelqu'un qui l'a déjà fait et qui sait exactement combien de temps il dispose pour le faire. Alexia regarda cette scène 2 fois, 3 fois, et ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas le geste lui-même, mais la façon dont Gisèle le fit, sans regarder vers la porte, sans accélérer, avec ce calme absolu de quelqu'un qui n'a pas peur d'être surpris, parce qu'elle est depuis longtemps celle qui tient les fils, et non pas celle qui risque quelque chose. Elle posa le téléphone sur le canapé à côté d'elle, et regarda le salon dans le noir, les contours familiers des meubles, les livres sur l'étagère, la caméra toujours là entre les 2 livres. Et elle pensa que pendant toutes ces années, elle avait cru vivre dans sa maison alors qu'elle vivait dans la leur. Elle quitta l'appartement le lendemain matin avant que Renaud se réveille. Elle prit sa veste, ses clés et son téléphone et sortit dans le froid de novembre sans laisser de mots parce qu'elle n'avait pas encore trouvé les mots justes et qu'un message faux valait moins que le silence. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus de la Croix-Rousse, dans cette lumière grise du petit matin qui donnait à la rue une qualité particulière de calme, les commerçants qui levaient leurs rideaux, l'odeur du pain chaud qui sortait de la boulangerie du coin, des choses ordinaires et continues qui existaient indépendamment de ce qu'elle traversait et dont la présence ce matin-là lui fit du bien, sans qu'elle sût exactement pourquoi. Nathalie habitait un appartement du quartier de la Guillotière, au 3e étage d'un immeuble ancien avec une cage d'escalier qui sentait la cire et le vieux bois, et quand elle ouvrit la porte en voyant Alexia sur le palier, elle ne dit rien, elle s'écarta simplement pour la laisser entrer. C'était ça avec Nathalie depuis 20 ans, cette capacité à comprendre ce dont l'autre avait besoin avant qu'elle le dise. Et ce matin, Alexia avait besoin d'entrer quelque part, sans avoir à expliquer pourquoi elle était là. Elles s'installèrent dans la cuisine. Nathalie fit du café et posa 2 tasses sur la table, et s'assit en face d'Alexia et attendit. Alexia parla pendant longtemps, depuis le relevé bancaire trouvé dans la poche du manteau jusqu'aux enregistrements de la nuit précédente, depuis la phrase de Gisèle entendue sur le perron de Bordeaux jusqu'au geste silencieux de la caméra photographiée en quelques secondes, et Nathalie l'écouta sans l'interrompre une seule fois, les 2 mains autour de sa tasse, avec cette attention tranquille des gens qui savent que leur rôle dans ces moments-là n'est pas de parler, mais de recevoir ce qu'on leur confie. Quand Alexia eut fini, Nathalie resta silencieuse un moment puis dit « Tu pleures maintenant ou tu agis d'abord ?» Ce n'était pas une vraie question parce qu'elle connaissait la réponse, et Alexia aussi. Elle dit « J'agis » et Nathalie hocha la tête et se leva pour aller chercher son téléphone dans le salon. La belle-sœur de Nathalie s'appelait Isabelle et elle était avocate spécialisée en droit de la famille depuis 15 ans dans un cabinet du 6e arrondissement de Lyon. Nathalie lui envoya un message et la réponse arriva dans l'heure. Une proposition de rendez-vous en fin d'après-midi ce jour-là parce que Nathalie avait écrit que c'était urgent et qu'Isabelle savait que Nathalie n'utilisait pas ce mot à la légère. Elles passèrent la matinée ensemble, Alexia et Nathalie, à rassembler et organiser ce qu'Alexia avait en sa possession, les photos du relevé bancaire, les captures d'écran des enregistrements, la photo de la feuille manuscrite de Gisèle trouvée derrière la chaise, et en disposant ces éléments les uns à côté des autres sur la table de la cuisine, ils formaient quelque chose de cohérent et de solide que les mots seuls n'auraient pas suffi à rendre aussi concret. Isabelle les reçut à 17h dans son cabinet, une pièce sobre avec des étagères de livres juridiques et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Elle examina les documents qu'Alexia lui présentait avec cette attention professionnelle qui ne laisse rien paraître pendant qu'on regarde mais qui prend note de tout, et quand elle releva les yeux, elle dit les choses directement parce que c'était sa façon de travailler et parce qu'Alexia lui avait dit en arrivant qu'elle préférait la vérité à la prudence. Elle dit que la situation d'Alexia était solide,
que l'appartement acheté avant l'union libre et entièrement à son nom bénéficiait d'une protection claire en droit français, que les démarches entreprises par Renaud et Gisèle n'avaient pas eu le temps de produire un effet juridique réel et qu'à condition d'agir rapidement, cette protection pouvait être consolidée sans difficulté majeure. Elle dit aussi qu'elle avait vu des situations similaires et que ce qui distinguait celle d'Alexia, c'était la précision des preuves réunies et la clarté de la chronologie. Alexia l'écouta sans l'interrompre, et quand Isabelle eut fini, elle lui demanda ce qu'elle devait faire maintenant, et l'avocate lui expliqua les étapes dans l'ordre, simplement et sans jargon inutile. Et cette clarté-là, après des jours de doute et de nuits sans sommeil, lui fit l'effet d'un sol ferme retrouvé sous les pieds. En partant du cabinet avec Nathalie dans le froid du soir, elle entendit encore la phrase qu'Isabelle avait dite en les raccompagnant à la porte. « Vous avez eu de la lucidité, pas de la chance, de la lucidité. » Et elle sut que c'était vrai, et que cette vérité-là, modeste et silencieuse, était la seule chose dont elle avait besoin pour continuer. Alexia rentra à l'appartement le soir même, après avoir quitté le cabinet d'Isabelle. Elle avait pensé pendant le trajet en bus à la façon dont elle allait faire ça, aux mots qu'elle allait choisir, à l'ordre dans lequel elle allait présenter les choses. Et puis elle avait arrêté d'y penser parce qu'elle savait que les scènes de ce genre ne se passent jamais comme on les a préparées et qu'il valait mieux arriver avec la vérité et sans plan plutôt qu'avec un plan et sans vérité. Renaud était dans le salon quand elle entra. Il leva les yeux vers elle avec ce sourire habituel, et quelque chose dans ce sourire, ce soir-là, lui sembla différent, moins assuré, comme si une partie de lui sentait que quelque chose avait changé, sans savoir encore quoi. Elle posa son manteau et son sac sur la chaise de l'entrée, alla s'asseoir en face de lui à la table du salon et posa son téléphone entre eux sans rien dire. Elle trouva l'enregistrement qu'elle avait choisi, celui où on entendait clairement sa voix à lui dire si elle apprend pour les dettes c'est fini, il faut sécuriser l'appart d'abord. Et elle appuya sur lecture. La voix de Renaud sortit du téléphone dans le silence du salon et Alexia le regarda pendant qu'il l'entendait. Elle vit son visage changer, non pas d'un coup mais progressivement. Cette expression de quelqu'un qui comprend en temps réel ce qui est en train de se passer et qui cherche simultanément comment répondre à ce qui vient de lui échapper. Quand l'enregistrement s'arrêta, il y eut un silence qui dura assez longtemps pour que ce silence lui-même devienne une réponse. Renaud dit que la caméra était une violation de sa vie privée. Alexia ne répondit pas. Il dit que les choses n'étaient non pas ce qu'elles semblaient être, qu'il y avait un contexte qu'elle ne connaissait pas, que si elle lui laissait le temps de lui expliquer, elle comprendrait. Alexia ne répondit pas. Il dit que sa mère avait parfois des idées qui allaient trop loin et qu'il n'avait pas toujours su comment lui dire non. Et cette version-là était peut-être la plus habile des trois parce qu'elle contenait une part de vérité arrangée pour lui servir. Mais Alexia l'avait déjà entendue avant même qu'il la prononce, parce qu'elle avait passé assez de temps seule avec les faits pour savoir ce que les faits disaient sans interprétation. Elle attendit qu'il finisse, puis elle dit simplement « Depuis combien de temps tu savais que l'appartement pourrait te servir à rembourser tes dettes ?» Ce n'était pas une vraie question, et ils le savaient tous les deux. Renaud baissa les yeux vers la table et ne répondit pas tout de suite. Et dans ce silence-là, il y avait quelque chose qui ressemblait pour la première fois à de la honte véritable. Pas la honte performative de quelqu'un qui cherche à attendrir, mais cette honte plus profonde et plus silencieuse de quelqu'un qui se retrouve face à ce qu'il a fait sans pouvoir le rhabiller autrement. Il dit finalement, d'une voix plus basse que d'habitude, « J'avais peur. Les dettes s'étaient accumulées, et je ne savais plus comment m'en sortir et j'aurais dû t'en parler depuis longtemps, mais je n'ai pas su comment. » Alexia l'écouta dire ça et attendit qu'il finisse et puis elle dit « Tu avais peur. Et moi dans cette histoire j'étais quoi ?» Il ne répondit pas et elle n'attendit pas qu'il trouve quelque chose à dire parce qu'il n'y avait rien à dire qui puisse changer ce qu'elle savait maintenant. Elle se leva, alla dans la chambre et prit la valise dans le placard, la même valise qu'elle avait emportée à Bordeaux et qui n'était pas encore complètement rangée depuis son retour. Elle y mit ce dont elle avait besoin pour quelques jours chez Nathalie, des affaires pratiques choisies rapidement sans chercher à faire un choix symbolique de quoi que ce soit, et elle revint dans le salon avec la valise et dit à Renaud qu'il avait 1 semaine pour organiser son départ. L'appartement était à elle. Il l'avait toujours été. Il la regarda depuis le canapé sans se lever,
et sans chercher à la retenir. Et dans ce moment-là, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps sur son visage. Pas de la colère, ni de la rancœur, mais une sorte d'épuisement profond, comme celui d'un homme qui portait quelque chose depuis trop longtemps et qui venait enfin de le poser. Elle ne sut pas si ça la rendait triste ou soulagée, et elle décida que ça n'avait pas d'importance, parce que ce n'était plus son problème à comprendre. Elle prit sa valise, son manteau et ses clés, et elle sortit. Dans la cage d'escalier, elle entendit la porte de l'appartement se refermer derrière elle, et ce bruit-là, ce claquement familier qu'elle avait entendu des centaines de fois en rentrant chez elle, sonna ce soir-là comme autre chose, comme le début de quelque chose plutôt que la fin, et elle descendit les marches sans se retourner. Les semaines qui suivirent furent difficiles de cette façon concrète et quotidienne que les gens qui n'ont jamais traversé une séparation ont du mal à imaginer. Pas les grandes douleurs dramatiques qu'on voit dans les films, mais les petites choses auxquelles on ne s'attendait pas. Trouver dans un tiroir une carte d'anniversaire signée de son écriture à lui, se retrouver à acheter une seule part de fromage au marché un samedi matin et rester une seconde de trop devant l'étalage, entendre par hasard une chanson à la radio qui ne voulait rien dire en particulier et qui pourtant faisait monter quelque chose dans la gorge sans prévenir. Ce n'était pas lui qui manquait. Alexia le comprit assez vite. C'était la version de sa vie qu'elle avait cru vraie et qu'elle devait maintenant remplacer par quelque chose d'autre sans savoir encore exactement quoi. Renaud était parti au bout de 5 jours. Il avait pris ses affaires en 2 fois sans qu'ils aient besoin de se parler beaucoup, et la séparation s'était déroulée avec cette sobriété un peu froide des choses qui sont déjà réglées avant d'être dites. Isabelle avait géré le reste avec la même efficacité tranquille qu'Alexia lui avait connue dès le premier rendez-vous. Les démarches avaient été claires, et la protection de l'appartement n'avait jamais été vraiment menacée parce qu'Alexia avait agi à temps et avec les bonnes preuves en main. Gisèle avait tenté de la joindre 2 fois par téléphone dans les semaines suivantes. Alexia avait regardé son nom s'afficher sur l'écran les 2 fois et avait attendu que ça s'arrête. Il y eut des matins difficiles. Des matins où elle se réveillait avec cette question sourde qui revenait malgré elle. Est-ce qu'il y avait eu des moments vrais dans tout ça ? Est-ce qu'il avait jamais ressenti quelque chose de réel pour elle ? Ou est-ce que tout avait été calcul depuis le début et cette question-là n'avait pas de réponse satisfaisante parce que la vérité était probablement quelque part entre les deux et que cette nuance-là ne rendait pas les choses plus simples, elle les rendait seulement plus humaines. Nathalie était là pour ces matins-là, pas toujours physiquement mais disponible, et sa présence régulière et sans formalité fut pendant ces semaines la chose la plus solide sur laquelle Alexia pouvait s'appuyer. Elle recommença à travailler à plein rythme assez vite parce que le travail avait toujours été pour elle un endroit où elle existait entièrement et sans condition. Elle retourna terminer la mission de Mérignac en décembre et retrouva ce manoir abîmé avec un sentiment étrange de continuité, comme si le bâtiment avait attendu qu'elle revienne et qu'il était normal de reprendre les choses là où elle les avait laissées. Elle passa une journée entière dans la grande salle du rez-de-chaussée à évaluer la charpente avec les artisans locaux et à la fin de cette journée, elle rentra à l'hôtel fatiguée de cette fatigue honnête qui vient du travail concret, et elle se dit que cette fatigue-là lui avait manqué. L'appartement de la Croix-Rousse redevint le sien progressivement, pas d'un coup, mais par petits gestes successifs, qui en eux-mêmes ne voulaient pas dire grand-chose, mais qui ensemble formaient quelque chose. Elle refit la cuisine un week-end de janvier avec l'aide de Nathalie. Elles déplacèrent les meubles et posèrent un carrelage clair qu'Alexia avait choisi seule, et qui changea complètement la lumière de la pièce. Elle peignit le salon en février d'un vert profond que Renaud n'aurait jamais accepté et qui lui plut immédiatement dès la première couche. Elle accrocha des tableaux nouveaux au mur, des impressions choisies dans une galerie du Vieux-Lyon un dimanche après-midi en compagnie de Nathalie, qui avait un avis sur tout et qui le donnait sans qu'on le lui demande, ce qui était une de ses qualités les plus précieuses. La caméra resta sur l'étagère pendant des semaines sans qu'Alexia pense à la bouger. Un matin de mars, un samedi, elle se leva tôt, fit du café, ouvrit les volets de la cuisine sur ce ciel de printemps qui commençait à revenir sur Lyon avec cette lumière encore fragile mais déjà différente de celle de l'hiver, et en traversant le salon, elle s'arrêta devant l'étagère. Elle regarda la caméra un moment, la prit dans sa main, la retourna et la rangea dans le tiroir du bas sans hésitation et sans cérémonie, parce que ce geste n'avait pas besoin de signifier quoi que ce soit de grand pour signifier ce qu'il signifiait,
Elle s'installa ensuite à la table avec son café et les plans d'un nouveau projet qui venait de lui être confié, un bâtiment du XVIIIe siècle à Toulouse que les propriétaires voulaient transformer en espace culturel et qui avait besoin qu'on lui redonnait ce qu'il avait été. Elle étala les documents devant elle dans la lumière du matin et resta un moment à les regarder avec cette concentration tranquille qui était la sienne depuis toujours quand quelque chose méritait vraiment son attention. Dehors, les bruits de la Croix-Rousse qui s'éveillait montèrent doucement par la fenêtre entr'ouverte. Les voix, les moteurs, le bruit familier et continu d'une ville qui continue, et Alexia pensa sans amertume et sans nostalgie à tout ce qui s'était passé depuis ce mardi de novembre où elle avait bouclé sa valise dans cette même pièce et posé une caméra entre 2 livres sur cette même étagère. Elle n'avait pas cherché à tout savoir. Elle était partie en voyage et elle avait tout compris.